aujourd'hui. Avec nous, Michel Kahn, bonjour. Bonjour. Et Rémi Mandrillon de Mazars, bonjour. Alors, Michel Kahn, vous intervenez souvent dans ces webinaires consacrés à la franchise parce que votre cabinet accompagne depuis plus de 35 ans les réseaux de franchise. Tout à fait. Nous sommes donc un cabinet spécialisé dans toutes les formes de commerce organisé indépendant, en France, en Europe, et nous avons des bases à l'international également. Et aujourd'hui, le cabinet est particulièrement doté d'un niveau d'expertise et de compétences avec des consultants qui travaillent aujourd'hui dans l'excellence. Rémi Mandrillon, Mazars, vous êtes consultant senior. Mazars, parce que Mazars accompagne depuis toujours et au plus près les réseaux de franchise. Oui, effectivement. Donc Mazars a une implantation locale dans toute la France, en région, également à Paris. Donc c'est un cabinet avec une multi-expertise, notamment expertise comptable, fiscalité, finance. Et Mazars a développé une offre sur mesure à destination des réseaux, des franchisés et des franchiseurs pour les accompagner dans leurs besoins, que ce soit leurs besoins comptables ou leurs besoins juridiques liés au contrat. Voilà, et c'est ce qu'on va aborder d'ailleurs aujourd'hui avec ce thème, comment aider les candidats à la franchise à bâtir un business plan en toute sécurité. Alors, on l'a vu dans la création d'un réseau de franchise, dans le recrutement d'un franchisé, ce n'est pas peut-être la première étape, mais évidemment, Michel Kahn, c'est une étape clé. Il n'y a pas d'entreprise et d'entrepreneur sans business plan. Oui, évidemment. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que le cabinet Michel Kahn Consultant et Mazars se sont rapprochés pour créer des produits tout à fait spécifiques au service des têtes de réseau et au service des candidats, avec un niveau d'expertise qui permet d'aller plus vite, avec une plus grande sécurité dans l'accompagnement des chiffres et des architectures économiques et financières. Alors il faut d'abord vérifier, certifier, accéder à un certain nombre d'informations qui sont ce qu'on appelle les informations financières prévisionnelles. Pour un candidat à la franchise, en quoi est-ce que c'est important? Oui, alors il faut distinguer deux informations, celles qui sont précontractuelles et qui découlent de la loi Doubin, mais qui n'imposent finalement qu'à la tête de réseau de fournir ces deux bilans de ces deux derniers exercices. Voilà. Et cela ne permet pas de construire un business plan. Absolument pas, surtout qu'il faut savoir lire ces bilans et surtout savoir quelle activité on va y trouver à l'intérieur. Est-ce que c'est l'activité de la tête de réseau? Est-ce que c'est l'activité de la tête de réseau plus un pilote? Est-ce que c'est seulement le pilote? Est-ce que c'est 3 pilotes et plus un... Donc, il faut être tout à fait clair sur cette information-là lorsqu'elle est fournie aux candidats franchisés. Alors, évidemment, l'information est importante pour construire son business plan parce que le système de la franchise, le système du partenariat, de la concession, de toutes les formes de commerce organisé indépendant, c'est finalement la réitération d'une réussite. C'est ça, en fait. C'est celle de l'enseigne, celle de la tête de réseau. Oui, c'est celle de la... Non, c'est celle du pilote, c'est celle du modèle à reproduire et du modèle à réitérer. Donc, il est important que le candidat, pour lui permettre de faire son business plan personnel et de se projeter dans sa localité, de partir sur la base des informations financières d'un pilote, mais d'un pilote qui correspond aussi à sa zone de chalandise. Par exemple, le franchisé, le candidat partenaire qui voudrait ouvrir une unité à Nogent-le-Rotrou, si on lui donne les résultats économiques d'un pilote qui est à Bordeaux, ça n'a absolument rien à voir, bien évidemment, et là, il peut être induit en erreur. Ce qu'il faut éviter, c'est de lui donner
des moyens de construire son business plan sur la base de critères objectifs, sur la base de critères comparables à son implantation dans sa zone de chalandise. Michel Kahn, ce qui est important lorsqu'on parle d'un franchisé, de personne qui va investir dans une franchise ou dans une autre forme d'ailleurs de licence avec une tête de réseau, c'est qu'il y a un investissement de départ. Alors, il faut que cette capacité d'investissement soit validée, soit vérifiée. Il faut que cet investissement soit sécurisé. Alors, de quel type d'information le candidat et la tête de réseau doivent-ils disposer? Oui, alors l'investissement se maîtrise beaucoup plus facilement puisque dans le document d'information précontractuelle, on demande à la tête de réseau de fournir la nature des dépenses et des investissements requis par l'enseigne pour créer son entreprise. Donc là, les choses sont claires, on sait combien il faut investir. Mais souvent, il faut lire les choses de très près et les comprendre, car la plupart du temps, dans le retail surtout, c'est hors local. Et le local, ce sont des très gros investissements quand on n'en a pas, surtout si on doit s'implanter dans un emplacement numéro 1 où un droit au bail peut valoir jusqu'à 500, 600, 1 million d'euros. Donc là, évidemment, c'est quelque chose d'important. Donc c'est toujours, et la plupart du temps, hors local. C'est pour ça qu'il faut maîtriser absolument tous les investissements requis et les dépenses par l'enseigne, mais ensuite, lorsqu'on a dans sa localité trouvé un local, il faut savoir qu'est-ce que le compte d'exploitation va permettre pour que ça passe dans le compte d'exploitation et investir dans un droit d'entrée, dans un droit au bail, dans l'acquisition de murs, parce que des fois, il est des fois plus intéressant d'investir dans des murs que de payer des loyers à fond perdu. Tout ça, ça dépend. Et là, on a l'accompagnement de la tête de réseau qui, en principe, doit accompagner son candidat pour le sécuriser dans ses choix. Dans les prévisions de gestion, il faut que soit établie une feuille de route. Et là aussi, la tête de réseau peut aider le candidat? Oui, la tête de réseau doit aider le candidat, même si la tête de réseau ne doit pas faire le prévisionnel du candidat, puisque c'est au candidat qu'il appartient de faire son propre prévisionnel sur la base de la logistique économique et financière fournie par la tête de réseau. Autrement dit, pour tel chiffre d'affaires, vous allez avoir tant de frais, pour tel chiffre d'affaires, tant de frais, il découle ceci et cela. Voilà. Aider un candidat, ce n'est pas se substituer au candidat pour bâtir sa feuille de route et son business plan. Non, il faut quand même rappeler que l'affilié est un commerçant juridiquement et économiquement indépendant qui prend ses propres responsabilités de gestion avec l'aide de ses propres conseils. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous développons un réseau, eh bien, dans la région dans laquelle l'entreprise se crée, il y a un cabinet Mazars qui va suivre le partenaire, le concessionnaire, le franchisé, qui va être l'accompagnant économique de son propre client qui est l'affilié, le partenaire. Alors on demandera justement l'avis de Rémi Mandillon sur ce point, puisque Mazars est très souvent sollicité, on le comprend. Un point très important, très souvent, lorsqu'on se lance en franchise, quand un candidat se lance en franchise, il faut qu'il emprunte, qu'il obtienne des financements. Alors là aussi, comment est-ce qu'on peut aider un candidat, comment une tête de réseau peut aider un candidat dans cette étape très importante? Voilà, alors je rappelle très rapidement que le cabinet Michel Kahn Consultant, l'IREF, Mazars, Bureau Veritas et la BNP ont créé un pôle de compétitivité et d'innovation. Et dans le cadre de l'élaboration d'un compte d'exploitation prévisionnel, il faut aussi que l'expert comptable Mazars puisse monter le dossier de demande de prêt, justement, pour accompagner le candidat et obtenir le prêt
auprès des établissements financiers, notamment la BNP. Alors, ce qui est intéressant dans ce pôle, c'est que la manière de construire le dossier de demande de prêt, la globalité de ce dossier est faite sur le code de lecture de la BNP et des services qui décident d'accorder ou non les crédits pour avoir un confort et une rapidité dans la réponse qui est donnée par la banque. Ça, c'est aussi aller dans... c'est professionnel, quoi, je veux dire. C'est une manière professionnelle de l'accompagner, le candidat. Entrer dans le réseau d'une enseigne réputée, c'est une garantie qui rassure, sans qu'on obtienne forcément le prêt, mais qui rassure les banques, on va dire. Oui, et puis il faut être accompagné par des vrais professionnels sur ce secteur d'activité qui compte aujourd'hui plus de 1800 réseaux, où il y a forcément à boire et à manger, et les enseignes se développent chacune avec leur propre style, leur propre manière de procéder, et la structuration de l'une ne correspond pas aux autres. Donc il faut vraiment se positionner clairement de façon excessivement professionnelle pour gagner la partie. Alors, Michel Calle, là, vous nous avez parlé un petit peu de ce que doit faire le candidat et comment le réseau peut l'aider. Mais il faut aussi que le réseau peut-être se garantisse ou obtienne un certain nombre d'informations financières. Alors, lesquelles, lorsqu'un nouveau candidat se lance? Oui, évidemment. Et si on pourrait regretter quelque chose de la loi Doubin, c'est que la loi Doubin impose à la tête de réseau de fournir un ensemble d'informations précontractuelles qui est précisé par décret et qui se trouve dans les articles du Code de commerce, mais cette loi n'oblige pas le candidat à renseigner la tête de réseau sur sa santé financière, sur un ensemble d'informations économiques sur la base desquelles la tête de réseau pourrait renoncer à conclure avec ce candidat. Vous vous êtes trouvé face à des cas comme cela, c'est-à-dire où finalement un franchisé, un candidat à la franchise qui paraissait sérieux, avait finalement grugé, n'avait pas transmis les bonnes informations financières à la tête de réseau? Oui, alors il y a des têtes de réseau et des franchiseurs qui sont, surtout au départ, puisque on paye pour apprendre hein, dans ce métier comme dans d'autres, et qui sont un peu naïfs et qui prennent pour argent comptant toutes les déclarations spontanées du candidat à l'entrée dans le réseau. C'est la raison pour laquelle le minimum de précaution, c'est d'obtenir une déclaration sincère et loyale signée par le candidat. Et cela n'est pas suffisant, c'est de faire sa propre enquête aussi sur les qualités morales et économiques du candidat. C'est quand même la moindre des choses également. Important peut-être le dernier point, c'est peut-être aussi de bien s'assurer que le potentiel local de la zone sur laquelle va travailler le franchisé ait été expertisé de manière sérieuse. Voilà, alors ça, les têtes de réseau bien structurées ont accès au cours de l'étude de l'état local du marché, de considérer ce marché par les indices de disparité, par la nature du potentiel, par les pouvoirs d'achat et par des établissements spécialisés qui vont jusqu'à eux-mêmes produire une espèce d'évaluation sérieuse du chiffre d'affaires que l'on peut obtenir. À partir de là, quand on a une information qui est fournie par un tiers de confiance, un vrai professionnel de la question d'évaluation économique du lieu où va s'implanter le candidat, eh bien, on peut à ce moment-là partir sur une base qui est une base qui reflète d'une part les chiffres du réseau, qui reflète l'activité des pilotes, qui reflète aussi la nature
de l'emprise concurrentielle sur le territoire et qui peut, par rapport au potentiel existant ou aux parts de marché, évaluer de façon professionnelle une fourchette de chiffre d'affaires qui est sérieusement établie. Voilà. Rémi Mandrillon, on a compris depuis, en comprenant comment que la tête de réseau doit aider un candidat, bien sûr, mais ne doit pas se substituer à lui. Alors, financièrement et avec quels outils, quels agrégats, une tête de réseau peut aider un candidat. Il faut donner un certain nombre de données, un peu sur l'histoire du réseau, de données financières, c'est cela? Oui. Alors Michel l'a très bien rappelé. C'est que la tête de réseau peut transmettre et même doit transmettre au candidat un certain nombre d'informations historiques par rapport aux résultats et aux différents agrégats du réseau, donc que ce soit des pilotes ou éventuellement de moyennes sur les franchisés. À partir de ces agrégats, le candidat peut retrouver un certain nombre d'informations et de grandes données en réalité, sur lesquelles il va pouvoir challenger un peu son propre business plan. Donc à partir de ces éléments, il va pouvoir faire un comparatif de ce que lui attend en termes de rentabilité, en termes de disponibilité, également de trésorerie, et la réalité des chiffres constatés sur le réseau. Mais Rémi Mandrillon, jusqu'où est-ce que la tête de réseau doit mâcher le travail pour le candidat? Alors, il faut établir des moyennes, parce que évidemment, ça peut, évidemment, les chiffres peuvent être très différents en fonction de la zone de chalandise, la zone. Oui. Donc, comment faire? Oui, tout à fait. Donc, en réalité, la tête de réseau ne peut pas établir de documents prévisionnels qui soient considérés comme une promesse de résultat. Je pense que Michel pourrait en parler également. Il ne faut pas que le document, l'information financière transmise par la tête de réseau ne donne pas au candidat l'impression qu'à partir de ces éléments-là, il a une promesse de chiffre d'affaires, de rentabilité, de trésorerie. Donc voilà, il est très important que la tête de réseau se concentre sur la communication de données qui soient vérifiables, c'est-à-dire qu'ils soient des données historiques et qui puissent être tracées si jamais il y a besoin de tracer les données pour expliquer d'où proviennent les données. Ça permet déjà de clarifier l'information qui est transmise au candidat franchisé et également de maîtriser le risque contractuel de la tête de réseau. Il y a un petit piège, oui, vous avez raison, c'est que c'est un piège dans lequel tombent souvent les réseaux purement de franchise, parce que un contrat de franchise, c'est également la mise à disposition d'un savoir-faire. Or, le savoir-faire, au départ, il est secret, il est substantiel et il est identifié. Mais aussi longtemps que le candidat n'a pas signé son contrat, il n'a pas accès à ces informations secrètes. Sinon, bien sûr, il ne peut pas, ce ne sera plus secret à un moment donné. Et là-dedans, il y a le mécanisme au terme duquel le savoir-faire, c'est le savoir-faire réussir, c'est le savoir-faire faire. Comment faire réussir un franchisé durablement et comment ce savoir-faire va se dupliquer quasiment à l'identique. Et c'est là où la maîtrise financière de la tête de réseau de franchise, évidemment, ajoute une contrainte supérieure à la tête de réseau qui doit être extrêmement vigilant, car l'expert comptable ou le conseil du candidat peut très bien dire à la tête de réseau, écoutez, donnez-moi des éléments, c'est vous qui avez le savoir-faire quand même, c'est vous qui devez savoir, mieux que quiconque, quel va être plus ou moins ce chiffre d'affaires dans le territoire. C'est là où, dès que l'on met le doigt dans cette fourniture d'informations financières, que l'on
portent une responsabilité qui, elle, à partir de là, a nourri la jurisprudence de nombreuses décennies depuis le départ, parce que c'est là où il faut être vigilant. Donc il faut fournir la logistique qui va permettre à l'expert comptable de construire pour son client la notion de chiffre d'affaires. Pour les frais, ça pose pas de difficulté. L'amortissement des investissements, c'est technique et c'est statistique. Mais ensuite, c'est évidemment cette notion qui a abouti à de nombreuses annulations de contrats pour absence de cause et pour vice. Voilà, la tête de réseau ou l'intervention ou l'accompagnement de la tête de réseau ne doit pas conduire le candidat à penser que sa performance, sa réussite est acquise ou garantie. Voilà. Rémi Mandillon, sur justement la qualité des informations financières, on l'a souvent souligné, Michel Kell l'a souvent souligné, passer de chef d'entreprise, de commerçant à succès à chef de réseau, à tête de réseau, c'est presque changer de métier. Alors, est-ce que vous conseillez, vous aidez à rendre toutes ces informations financières compliquées pour les non-initiés, plus compréhensibles, plus facilement utilisables? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que souvent le candidat franchisé n'est pas forcément aguerri à la technique financière et que c'est pour cette raison qu'il a tout intérêt à se rapprocher d'un expert en la matière. Dès lors où souvent la communication des chiffres va être assez normée par rapport à un référentiel qui est plutôt un référentiel financier ou comptable. Et dès lors, si on n'a pas les clés de lecture initiales pour appréhender l'information et pour la qualifier, il est assez difficile par la suite de se faire une idée des investissements réels, des besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire des besoins de trésorerie sur un moyen ou long terme. Donc, évidemment, la technique financière est une technique. Donc, comme toute technique, elle nécessite un certain bagage pour pouvoir l'appréhender. Donc, vous conseillez aux têtes de réseau, quand elles transmettent les informations, de faire œuvre peut-être aussi de pédagogie dans la transmission de ces informations financières. Voilà, éventuellement de faire œuvre de pédagogie et en même temps de donner les clés de lecture ou de remonter des informations pour que le candidat franchisé puisse comprendre exactement ce que regroupent les agrégats et à partir de quelle base ils ont été constitués. Alors sur ce domaine justement des transmissions des informations financières, encore une fois, vous le rappelez, aider le candidat, ce n'est pas se substituer à lui, mais est-ce que la tête de réseau peut éventuellement lui faire rencontrer d'autres franchisés afin peut-être qu'il puisse comparer sa situation à celle de candidats qui ont réussi? Michel Kahn. Oui, alors évidemment, la tête de réseau peut diriger le candidat vers des franchisés ciblés par la tête de réseau, mais je crois que le candidat n'attend pas que la tête de réseau entreprenne cette démarche et il ne se gêne pas pour les voir bien avant et voir et visiter un certain nombre de franchisés en place pour discuter avec eux. Alors, il y a certains réseaux où il y a un management qui fait qu'on a plus ou moins un accès facile à l'information économique. On sait qu'en France, c'est toujours un petit peu tabou de parler d'argent, combien on gagne, combien on dépense. Mais je crois que il faut aussi, comme vous le dites Pierre, c'est tout à fait exact, essayer de chercher la vérité, si on peut dire, parce qu'il y a une véritable vérité qui existe économique sur le terrain, mais il faut essayer de l'appréhender sur le terrain et voir si les franchisés en place sont satisfaits des résultats économiques, parce qu'il s'agit bien de cela. Alors, tout est relatif. Hein. Il y a des secteurs d'activité où la notion de satisfaction n'a rien à voir avec d'autres. Par exemple, dans le fast-food, il y a des marges qui sont relativement importantes. Dans les secteurs sociaux, il y en a moins. Donc, et tout dépend si l'on met plus d'importance sur le confort de l'activité ou absolument la notion de rentabilité telle que le font les investisseurs qui recherchent des placements et eux ne raisonnent uniquement qu'en CAF, c'est-à-dire sous le contrôle de
Rémi, de la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste finalement à la fin de l'exploitation en net, c'est-à-dire impôts payés, remboursement du crédit payé et amortissement réalisé. Donc, il y a plusieurs échelles. Rémi Mandrillon, entreprendre et entreprendre en franchise, c'est prendre un risque. Est-ce qu'éventuellement vous conseillez à la tête de réseau de crier casse-cou ou de tirer la sonnette d'alarme quand elle voit peut-être qu'un franchisé très optimiste l'est peut-être un peu trop? Oui, tout à fait. De toute façon, Michel l'a rappelé tout à l'heure, la réussite d'une tête de réseau, c'est avant tout la réussite de ses franchisés, puisque la réussite de la tête de réseau, c'est la capacité aussi des franchisés à pouvoir payer des redevances et les droits d'entrée. Donc évidemment, le franchisé n'a pas l'obligation de transmettre toute l'information, enfin le candidat franchisé n'a pas l'obligation de transmettre toute l'information sur sa situation patrimoniale et économique. Et évidemment que l'important est qu'il y ait un dialogue qui puisse s'engager entre les deux parties et que la tête de réseau puisse tirer en effet la sonnette d'alarme ou faire un petit warning, on va dire, si jamais elle considère que le candidat franchisé, dans sa volonté d'entreprendre, sous-estime un petit peu les investissements qui vont être à réaliser ou la trésorerie nécessaire à la poursuite de l'activité ou s'il est trop optimiste par rapport aux moyennes qui sont observées sur le réseau. Alors, vous avez tous les deux parlé donc des différents agrégats qu'il fallait suivre et présenter. Rémi Mandrillon, on peut peut-être en faire une liste rapide pour. Alors, elle est non exhaustive. Non exhaustive, et c'est plus pour donner une petite indication des agrégats qui sont rencontrés fréquemment dans les business plans, et peut-être qu'on peut rester sur des grandes rubriques, mais globalement, il y a des agrégats de résultats qui permettent de qualifier l'activité, donc en termes de rentabilité, en termes de performance économique. Donc ces agrégats sont matérialisés déjà par le résultat net dans un premier temps, par la CAF également, comme l'a rappelé Michel, par la marge opérationnelle, le chiffre d'affaires bien sûr, qui est un élément clé et qui est un élément parfois complexe à qualifier dans un business plan, parce qu'il est basé sur un potentiel local qui, lui, n'a pas à être qualifié par la tête de réseau. Quoi qu'elle puisse le faire de son côté, mais en tout cas, l'information ne peut pas faire partie d'une information transmise au candidat franchisé. Donc dès lors, voilà, le chiffre d'affaires est la base sur laquelle va être calculée en fait la marge attendue sur la rentabilité. Et là, le franchisé doit le faire. Et voilà. Et là, je pense que c'est évidemment le point sur lequel le franchisé doit être assez attentif. Puisque la qualification de ce chiffre d'affaires peut se répéter un peu difficile, mais elle est pourtant fondamentale, parce que si cet agrégat est mal déterminé dès le départ, pour la partie évidemment dépenses, charges, amortissements, comme l'a rappelé tout à l'heure Michel, c'est toujours un peu plus facile, on va dire, le calcul est toujours possible. Le chiffre d'affaires est une notion un peu plus complexe, elle dépend de la fréquentation, elle dépend d'études qui doivent être extrêmement sérieuses, extrêmement poussées, pour s'assurer du potentiel local. Marge opérationnelle, évidemment. Oui, marge opérationnelle, évidemment, et l'excédent brut également d'exploitation pour qualifier la rentabilité économique de l'activité qui est portée par le commerçant. Alors, vous parlez également des agrégats de trésorerie. Alors, on s'adresse à des personnes qui peut-être savent ce que c'est, mais beaucoup de candidats, de futurs franchisés qui n'ont peut-être pas rencontrer ces termes tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Par quoi? Là aussi, une liste non exhaustive? Alors, une liste non exhaustive de ces agrégats. Les agrégats de trésorerie sont très importants à suivre aussi, parce que ce sont des agrégats qui vont permettre en fait de qualifier la capacité d'un candidat à poursuivre son exploitation, puisque une exploitation peut être pérenne, peut générer du résultat, mais peut être également extrêmement consommatrice de ressources financières et de trésorerie. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant, notamment lors de la constitution du business plan, en qualifiant un certain nombre de grandes lignes, notamment le besoin en fonds de roulement. Donc le besoin en fonds de roulement qui est
qui est le besoin de l'activité d'exploitation en termes de financement, c'est-à-dire combien faut-il de manière récurrente pour faire le lien entre les dettes fournisseurs, on va dire, tout ce que l'entreprise doit, et tout ce que les partenaires de l'entreprise lui doivent. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit décalage temporel qu'il est nécessaire de financer. Et puis enfin, alors dernier agrégat. Encore une fois, la liste n'est pas complète. Hein. Retour sur investissement. Michel l'a mentionné un petit peu tout à l'heure, mais tout ça c'est très important parce que évidemment, pour le candidat, ça lui permet de se projeter, de savoir un petit peu combien d'années d'exploitation, au bout de combien d'années d'exploitation, il va pouvoir peut-être s'en sortir. Voilà, évidemment. Alors il y a la première question qui est la durée d'exploitation minimum, donc c'est-à-dire à partir de quel moment le candidat va pouvoir réellement dégager du bénéfice par rapport à son investissement initial. Donc ça, c'est une question très importante que le candidat doit se poser de base, c'est-à-dire sur, mettons, les 3 premières années d'exploitation, quels sont les résultats qui vont être attendus, puis par la suite, quelle est la rentabilité que je vais pouvoir retirer de l'activité économique. Et il y a une question aussi qui pourrait, je pense, faire l'objet d'un webinaire complet, c'est la valorisation au final de l'entreprise. Notamment au moment de sa transmission, au moment de sa cession. Donc évidemment, l'exploitation du fonds de commerce génère une rentabilité et par la suite, au moment de sa revente, au moment de la fin de l'activité, le fonds de commerce a une valeur, donc il est également important pour le candidat et il y a aussi des acteurs du marché qui ont cette stratégie-là de valorisation du fonds de commerce. Pour, in fine, garantir une rentabilité également à la revente, une plus-value au moment de la cession du fonds. Alors, Rémi Mandrillon, Michel Kahn, on arrive au terme de ce webinaire. Je rappelle qu'il sera en replay, bien sûr, sur la chaîne Mazars. Mais peut-être un mot de conclusion. Michel Kahn, donnez-nous ce chiffre qui peut-être fera comprendre aux candidats, aux futurs franchiseurs et puis aux candidats que tous ces aspects dont vous venez de parler sont extrêmement importants, qu'il faut donc consulter Mazars, consulter le cabinet Michel Kahn Consultant et puis également ce pôle de compétitivité dont vous nous avez parlé. Combien d'entreprises, de personnes qui se lancent en franchise survivent au bout de 5 ans? Oui, alors il y a à peu près une centaine de réseaux qui se créent chaque année, des têtes de réseau, des graines de réseau. Au bout de 3 ans, il va en rester 17 et au bout de 5 ans, il ne restera plus que 9. Voilà, sur donc ça 100 fait quand même réseaux, réfléchir. Voilà. Sur 100 réseaux créés, Voilà. 17 au bout de 3 ans, Oui. 9 au bout de 5 ans. Voilà. D'où, évidemment, l'intérêt pour vous tous et toutes de suivre ces webinaires que vous propose donc Mazars très régulièrement. Merci Rémi Mandrillon. Je rappelle que vous êtes consultant senior chez Mazars. Merci Michel Kahn, donc du cabinet Michel Kahn Consultant.